Bazin Pembe, bonsoir, bienvenue à vous. Merci beaucoup Gaëtan pour l'invitation. Merci d'être là. En tout cas, on a trois sujets desquels nous allons parler, notamment le programme. On va essayer d'éclater l'investiture du gouvernement en quelques sujets, notamment on va faire une analyse de ce programme, le réalisme là derrière. Nous parlerons également des soupçons des monnayages, en tout cas de ce vote des confiances accordé à Mme Souminois ainsi qu'à tous les membres du gouvernement. Et pour terminer, on va parler alors des cas des détournements et du contrôle parlementaire. Merci d'être là encore une fois. Est-ce que vous avez suivi le direct d'hier de la plénière d'investiture du gouvernement? Personnellement, j'ai suivi religieusement du début jusqu'à la fin. Parce que c'est Vital Kamerhe qui vous a donné envie de suivre, peut-être? Non, c'était une plénière. C'était la présentation du programme du gouvernement. Ce n'était pas un individu. Ouais. C'est le gouvernement qui est venu présenter son programme. Il était là comme un régulateur qui distribuait les paroles. J'ai suivi du début jusqu'à la fin les programmes du gouvernement. Jusqu'à 2h du matin, on a commencé dans l'après-midi. 2h05 minutes. 2h05 minutes, ça a été long, ça a toujours été long, mais cette fois, ça a été long, mais l'investiture est intervenue aussi vite. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Les échanges, les résumés des autres, les critiques et même la réplique de la Première ministre? Moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est l'absence de ma province à moi, la province du Kasaï. On arrivera peut-être, on parlera du programme. Ouais. Je parle en soi, les jeux, comment ça s'est passé, les jeux de questions-réponses, les échanges entre les élus et les membres du gouvernement. Est-ce que ça vous a inspiré un peu de confiance? Est-ce que vous êtes rassuré dans votre statut d'élu provincial qu'avec ce gouvernement, on peut s'attendre à quelque chose d'intéressant? D'abord, sur le plan de la forme, ouais. Je n'ai pas aimé les pics qu'il y a eu de part et d'autre entre le président et les deuxièmes vice-présidents et la foule. La deuxième des choses, sur le plan de la forme, j'ai compris que la majorité des députés nationaux, c'était pour la toute première fois pour eux, et se défouler, faire voir à leurs électeurs que nous avions pris la parole, nous avions parlé au nom et pour le compte des non-circonscriptions. Donc c'était un peu du matuvisme pour les députés. Voyez-vous, vous m'avez élu, je suis là, je parle en votre nom, peu importe ce que je dis. C'est un constat que moi j'ai fait. Et le reste, j'ai compris que c'était un jeu parlementaire. Ouais. Et il faut apprécier. Nous espérons qu'à la longue, on va arranger certains ratés que nous avions constatés hier là. Mais c'est le conseil que moi je peux donner à ces bureaux, c'est maîtriser, de comprendre, de s'épargner de certaines émotions, ne pas chercher à vendre son image pour se faire laver dans l'opinion et rester dans les bottes pour que la nation puisse au moins tirer quelque chose. Vous faites allusion au petit bras de fer, échange de paroles peut-être, pas échange de paroles, mais cette petite tension qu'il y a eu entre Vital Kamerhe et les sympathisants de Mbosso Kodia. Ça n'a pas honoré. Ouais. Nous étions suivis au travers le monde, ça n'a pas honoré. Je leur demande que ça ne revienne plus. Ils doivent maîtriser leurs émotions, comprendre que ils sont là pour servir la nation et tous ces guéguerres ne nous serviront à rien. Et Vital Kamerhe en soi, en tant que président de l'Assemblée nationale, l'avez-vous jugé équitable et bon modérateur? C'était la première plénière, vous n'allez pas me... Ce n'est pas sa première fois non plus de tenir une telle chose. Non, moi, je ne suis pas venu parler de l'individu. On est en train d'analyser en fait tout ce qui s'est passé hier dans la journée pour les téléspectateurs. Non, hier, pendant la journée, j'ai vu plusieurs cérémonies. J'ai vu les gens dehors en train de chanter pour leur ministre. Et j'ai vu Madame la Première ministre exposer. Et j'ai vu les jeux de questions, des réponses avec les députés. Je ne me suis pas focalisé sur un individu. Je ne suis pas focalisé sur un individu. Il était à peine remarquable pour vous, en tout cas. Alors, Bazin Pembe, le programme du gouvernement, vous m'aviez dit, vous le disiez déjà aussi, que le programme a oublié votre province notamment. Oui, j'ai noté hier là avec amertume, je suis un peu chagriné de constater comme si parmi les 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo, la province du Kasaï est oubliée dans les programmes de Mme Judith Tuluka. Chez moi, au Kasaï, précisément à Chikapa,
et certains territoires qui composent la province, on a été totalement oubliés. Je peux vous rappeler, chez nous, au Kasaï, nous avions l'aérodrome de Chikapa, qui est aujourd'hui à un état de délabrement très avancé. Vous avez du mal à atterrir dans cet aérodrome. Chez moi, à Chikapa, il y a des hôpitaux, il y a des références, mais qui ne sont pas totalement équipés. Nous avions vu les chefs de l'État répondre à l'appel de mes frères de Mbujimaï, même de Kananga. Aujourd'hui, à Mbujimaï, il y a une université mieux construite. Il y a les hôpitaux, il y a les écoles, identiques aussi à Kananga. Mais à Chikapa, nous n'avions pas une bonne université. Donc mes frères de Chikapa doivent quitter la province de Chikapa pour aller étudier à Lumbashi, faire Kisangani, faire Kinshasa, faire Mbujimaï. Alors Chikapa est devenu aujourd'hui une province autonome. Nous sommes oubliés. Même pas un hôpital, même pas une école moderne dans les programmes de Mme Judith Toulouka. Peut-être dans le programme d'action, on n'a pas cité le Kasaï en soi, ce qui peut être compréhensible, mais dans le PDS 145 territoires, il y a quand même des projets qui sont mis en place en faveur des habitants du Kasaï. Non, je ne parle pas ici du programme de PDL 145. C'est un programme continuel. C'est un programme continuel. Là, nous avions un nouveau gouvernement, Gaïtan. Oui. Là, nous avions un nouveau gouvernement. J'aurais aimé que je puisse voir ma province à moi aussi figurer dans le programme de Mme Judith Toulouka. Vous imaginez chez moi au Kasaï, lorsque vous arrivez à Ilebo, il y a un port, le port d'Ilebo, port Francky. Mais j'ai entendu Mme Judith parler de la réhabilitation de certains ports, mais Ilebo a été hermétiquement oublié. Ilebo a été oublié. Vous avez la route qui quitte Chikapa vers Kamako. J'ai vu monsieur le ministre Guissaro, il est revenu, il a lancé les travaux. Mais je n'ai pas entendu cette route figurer dans le programme de Mme Judith Toulouka. Pour moi, c'est une injustice qui doit être réparée le plus vite possible. Je l'ai toujours dit ici. Chez moi, Décaissé, il n'y a pas de route. Il y a un hôpital de référence de Décaissé qui n'est pas, cet hôpital n'est pas équipé. Il n'y a pas de lits. Il n'y a pas de produits. Les médecins, les infirmiers ne sont pas traités. À part ces faits-là, lorsque vous arrivez à Chikapa aujourd'hui, au Kasaï, c'est une province entourée des érosions. Vous avez des têtes d'érosion partout, dans toutes les communes de la ville de Chikapa. Je n'ai pas entendu Madame faire état de toutes ces choses. Il y a les écoles qui sont englouties par ces érosions. Et donc, moi, je trouve que cette histoire doit être réparée. Pourquoi je l'ai dit, Gaïtan? Oui. Nous avions aussi contribué, je peux le dire à 100%. Moi, j'étais sur terrain. J'ai bâti campagne chez moi à Décaissé pour le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il a été élu en masse. Mais aujourd'hui, oublié. La province du Kasaï, dans les programmes, je trouve qu'il y a un problème. Je ne sais pas si c'est par inadvertance ou la dame a fait avec préméditation, je ne sais pas. Mais je sais le Kasaï en soi n'était pas représenté. Est-ce que vous êtes représenté au sein du gouvernement? Nous avions un ministère, nous avions un ministre de pêche et élevage. C'est un ministère qui revient à chaque fois à la province du Kasaï. Je ne sais pas si chez nous, il y a aussi la crème. Dans le Kasaï, on ne sait pas pêcher non plus. Au moins, on fait l'élevage là-bas. Non, chez moi, à Décaissé, on fait la pêche. On fait la pêche? Oui, chez moi, à Décaissé. Le ministre de Pêche et l'élevage vous avez la rivière, ça dans le programme. Vous avez la rivière Sankourou, vous aviez Kasaï. Je venais de vous parler tout à l'heure là du port Franklin, d'Ilebo. Donc, on peut faire aussi la pêche là-bas. Et donc, moi, je dis, je suis un élu, j'ai été élu pour ça. Je ne peux pas fermer la bouche, je ne peux pas dormir à l'aise lorsque je constate une injustice pareille qui peut être réparée à tout moment. Je pense, à mon humble avis, que les services de Madame la Première ministre sont en train de nous suivre. Ils vont prendre à bras le corps cette injustice et les réparer pour que la province du Kasaï se retrouve. Comment on fait une telle réparation alors? Non, mais c'est un programme. On peut faire un programme additif. Insérer aussi. Oui, insérer aussi les Kasaï à l'intérieur. C'est comme si nous n'avions pas contribué pour l'élection du président de la République. On n'a pas repris le Kasaï,
les citant nommément dans le programme, que le programme en soi doit être rejeté. Non. Comment vous l'avez trouvé, ce programme? Est-il réaliste au moins? J'ai suivi ce programme avec ces piliers qui sont ambitieux, il faut féliciter. Ouais. Le premier pilier, c'est la création d'emplois. On l'a attribué 30%, c'est une bonne chose. Et le deuxième pilier... 2,5 millions d'emplois par année, tel que présenté par la Première ministre. Bon, je ne sais pas sur base de quel échantillon ils ont pu prendre, mais on leur fait confiance. Comment on y arrive à avoir 2 millions d'emplois en faveur des jeunes, notamment à Kinshasa? C'est faisable, c'est faisable. Nous avions un pays aujourd'hui à dimension continentale. Nous avions les entreprises publiques de l'État. Vous avez l'AMIBA, bien même que même dans les programmes de Madame la Première ministre, l'AMIBA n'a pas figuré. Ce n'est pas pourquoi le chef de l'État qui a maintes fois parlé de l'AMIBA, Madame la Première ministre a oublié l'AMIBA à l'intérieur. Vous avez l'ONATRA, vous avez aujourd'hui la GECAMINE, LMC. Nous avions les entreprises et dans toutes ces entreprises-là, il y a les gens qu'il faut faire, qui sont à l'âge de la retraite. Et donc, moi, je pense que sur base de ça, qu'ils ont pu que résorber une partie du chômage. Il faut des grands travaux, il faut beaucoup d'actions pour promouvoir l'entrepreneuriat notamment. Je ne l'ai dit ici tout à l'heure, je ne sais pas sur base de quel échantillon ils ont pu donner ces chiffres, mais nous leur accordons les bénéfices intégral de leur argumentaire. On espère bien que nous allons atteindre les chiffres que la dame a fait allusion dans son programme. Alors, j'aimerais écouter aussi votre réaction par rapport à ces révélations. C'est une organisation de la société civile qui l'a dit, le CREFDEL notamment. Les députés nationaux ont été pratiquement payés pour qu'ils votent en faveur du programme d'action. Les chiffres varient, soit 15 000, soit 30 000 $. Quelle réaction avez-vous en tant que député provincial lorsque vous voyez les députés nationaux réclamer de l'argent afin justement d'approuver un programme d'action? Si cela a été une réalité, je peux que condamner fermement M. Gaïtan. Parce que le président de la République fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. C'est nulle part dans le monde que les élus, pour voter un programme du gouvernement, doivent toucher quelque chose. Je lis aussi certains médias en ligne sérieux qui ont attesté cela. Mais certains médias ont parlé de 6 500 $ remis à un député pour voter ce programme. Et certains sont allés au-delà de dire qu'à chaque fois qu'il y avait une réunion avec la Première ministre, les députés nationaux recevaient 1 000 $ de transport dans un pays aujourd'hui déchiré par la guerre, où nous n'avions pas de routes. Dans la ville-province de Kinshasa, nous avions des routes biscuits. Depuis que le président de la République est là, combien le trésor public a décaissé pour avoir des routes? Vous avez la route Kabamba aujourd'hui à un état impraticable. Vous avez la route Bokassa, vous avez la route universitaire. Il y a presque dans toute la ville de Kinshasa. Mais si on doit remettre à un député 6 500 $, si on doit remettre à un député 6 500 $, fais alors 6 500 fois ça fait 3 250 405 députés. Alors je vais refaire mes calculs rapidement. 6 500 fois 405 députés, 2 600 000 $. On peut désenclaver mon territoire et décaisser. On peut désenclaver et décaisser. On peut faire la route Chikapa-Kamoya. On peut réhabiliter le pont d'Ilebo. On peut équiper certains hôpitaux. Si on doit aller avec cet élan, moi je pense que là, nous ne sommes pas en train d'aider le président de la République. Et là, nous ouvrons une brèche pour les députés. À chaque fois que la dame va se présenter devant les députés, ils vont exiger en contrepartie quelque chose pour faire passer le programme. Et donc, on doit condamner. Nous nous sommes dit, Union Sacrée n'est pas une poubelle et nous n'allons pas cochonner. Nous qui avons accepté volontiers d'accompagner le président de la République. Et nous n'allons pas accepter déjà des choses. Je pense que Mme Judith doit cesser à amener les députés. Elle doit dire aux députés de
privilégier l'intérêt général de la nation au lieu de privilégier l'intérêt personnel des individus qui ne va rien faire. Alors qu'à la fin du quinquennat, à la fin du mandat, les redevables devant le peuple congolais, c'est le président de la République, Félix Antoine. La première ministre devait faire face notamment, entre autres, aux élus qui de plus en plus réclament des fonds, de l'argent pour le contrôle parlementaire ou de ce qu'on appelle de contrôle alimentaire. Elle peut faire aussi face aux gens de sa propre majorité, notamment à l'UDPS aussi. D'après les dires même d'une députée nationale hier, Kavira, la plénière, elle lui a conseillé de démissionner si jamais la pesanteur devenait beaucoup plus forte. Est-ce qu'elle a le moyen de s'en sortir face à la fois des élus nationaux qui réclament beaucoup et même face à l'UDPS aussi? Monsieur l'honorable sénateur Augustin Kabouya a fait un travail que nous avions apprécié tous. Il a identifié la majorité. Sur base de cette majorité, la dame a été nommée. Je pense qu'elle doit savoir qu'elle est là, non du fait d'un parti politique, mais elle est issue d'une majorité de l'Union sacrée. Et lorsqu'on a des postes de responsabilité, on cesse d'être militant d'un parti politique. Là, on sert la nation. Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est le fruit des entrailles de l'IDPS. Mais aujourd'hui, lorsqu'il sert la nation, il ne sert pas la nation comme IDPS, il sert la nation comme président de la République démocratique du Congo. Moi, je pense que la dame elle a prêté oreille hier là à certains argumentaires riches et certains députés qui ne sont pas fourvoyés. Je prends le cas de la dame Kavira. Et aussi, il faut aussi apprécier l'argumentaire de l'honorable Mende. Lambert Mende a révélé. Nous avions une police aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa, même sur l'étendue de la République. Cette police régénère des recettes. Mais les recettes de la police ne sont pas canalisées. Vous avez des SIAT et des sous-SIAT qui taxent lorsqu'on arrête les amendes transactionnelles. Où vont tous ces amendes transactionnelles? Dans la ville-province de Kinshasa, nous avions un système aujourd'hui de Kikalungu, si je ne me trompe pas. Mais ces gens-là, les policiers-là... La fourrière. Oui, la fourrière. Ils prennent les véhicules des gens, ils amènent au camp Lofungula. Mais lorsque vous arrivez là-bas, ils vous taxent la destination de tous ces amendes transactionnelles. On ne sait pas. Et donc, ce sont les éléments que la dame doit prendre vraiment au sérieux et puis répondre à toutes ces préoccupations, chers amis. Et nous avions aussi la question de la guerre. Bien sûr qu'on fait la création d'emplois, premier palier, mais on ne peut pas parler du développement. On ne peut pas parler des recettes alors qu'il y a la guerre. Est-ce que la situation sécurité a été vraiment bien prise en compte dans ce programme, après vous? Moi, je pense que nous devions remercier le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Depuis que le chef de l'État est là, vous avez la loi de programmation militaire. Nous avions aujourd'hui une loi sur les réserves avec nos frères Ouazalendo. Et les moyens nécessaires sont mis à la disposition de nos forces armées. Mais je constate que certains généraux ne sont pas aussi en train d'aider l'État congolais. Moi, j'en appelle ici à une collaboration entre le peuple, nos frères de l'Est et nos militaires. Pour qu'on en finisse avec cette guerre, il doit y avoir une bonne collaboration, une bonne symbiose pour qu'on parle cette fois-ci du développement de la République démocratique. Alors on va terminer par ici en quelques mots. La FDC apparemment n'est pas partie pour prendre la présidence du Sénat. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que c'était mieux que vous commenciez d'abord à féliciter le travail efficace du professeur Modeste Bahati Lukwebo lorsqu'il fut président du Sénat. C'est le seul qui a innové. C'est votre argumentaire pour qu'il soit reconduit. Mais face à vous, vous avez un Samalou Kondé, en tout cas, qui a beaucoup de gens derrière lui, l'UDPS également, qui est parti pour devenir président du Sénat. Mon autorité morale, le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo ne s'est pas encore prononcé. Je ne sais pas s'il a les ambitions, parce qu'un acteur politique. S'il n'a pas cette ambition, quelle autre ambition aura-t-il alors? Non, je dis qu'il ne s'est pas encore prononcé. Mais je ne sais pas ce qu'il a en train de mijoter intérieurement. S'il a ses ambitions,
Mais moi, si vous me demandez vous aimeriez de les conseiller utiles, je suis prêt à les conseiller de revenir encore. Parce que je ne trouve pas un obstacle. Si on ne vous donnait pas, le perchoir du Sénat. Nous allons servir la nation. Vous avez perdu beaucoup avant. Je vous ai toujours dit que Bâti, c'est le Congo. Bâti, c'est le bien-être de ce peuple. Bâti Lukwebo, c'est l'électricité. Bâti Lukwebo, c'est l'eau pour l'intérêt général du Congo. Bâti Lukwebo, ce n'est pas le poste. Merci Donc beaucoup. Vous devez retenir cela. C'est retenu. On va voir, on va observer. Dans quelques jours, ce sera l'élection au Sénat. Si Bâti Lukwebo ne revenait pas, on verra ce que fera votre parti politique. Nous avions servi, nous continuons à servir. Nous sommes loyaux, fidèles à l'endroit du président de la République. Je pense que les gens doivent comprendre et éviter aussi certains arrière-pensées, coller à Bâti Lukwebo certaines choses. Et moi, j'estime pour moi, il dit, ils peuvent tout faire, mais nous faire écraser de la scène politique, ça, on ne l'acceptera jamais. Et ça aussi, c'est impossible. Merci beaucoup. On va rester ensemble, cette fois pour recevoir deux autres invités, membres du parti politique, le CPG, Congo Grand et Prosper, avec qui nous parlerons également de la situation sécuritaire, mais également de ce programme d'action approuvé hier par les élus.